Madègue Ciré-Lecosker, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui sur le studio de Jeanne Marine aux Assises de la Mer. Vous êtes le cofondateur de la société MM Process avec Morgane Succard et vous êtes les réalisateurs du flotteur qui a porté le cheval d'argent, moment iconique de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Comment avez-vous vécu cette période sous les projecteurs des médias? Bonjour et merci de nous recevoir. C'est vrai que nous, notre métier, c'est l'architecture navale et la construction de bateaux. C'est quelque chose d'assez nouveau pour nous, en fait, de participer à un événement médiatique à la fois au niveau du show et de la réalisation d'un objet de ce type. Donc, voilà, on est toujours un petit peu dans la surprise, en fait, finalement, du retour et des émotions qui ont été suscitées par notre réalisation. 4 mois après, quels sont les contacts ou les apports ou quel débouché ça vous a ouvert? C'est assez paradoxal parce qu'en même temps, pendant un an, on avait été dans la confidentialité et secret total avec très peu d'échanges avec nos clients habituels. Et là, on renoue à la fois beaucoup de contacts et on a de nouvelles opportunités, notamment sur l'électrique et sur les embarcations assez innovantes. Donc, c'est vrai que cette communication, on souhaite en profiter et puis pouvoir faire les projets qui nous tiennent à cœur. Bon, vous êtes spécialisé dans la production, la conception de feuilles pour la plaisance, la grande plaisance et les navires de course au large. Quelles sont, d'après vous, les limites de ces feuilles en tonnage et en puissance propulsive qui pourraient être utilisées dans le cadre du transport maritime? La limite, elle est toujours assez dure à fixer. Et c'est vrai qu'avec les briques technologiques, nous, on propose des solutions qui sont réalistes, en fait, dans nos projets. Donc, avec les briques technologiques et de procédés de fabrication, il y a quand même des grosses limites en termes de masse sur les bateaux actuels, surtout sur les navires de charge. Donc, il faut remettre les procédés de construction et les solutions techniques au cœur de ce débat, en fait. Si on veut voler, si on veut avoir des engins efficients, il faut qu'ils soient légers. Donc, ça demande d'avoir des procédés adaptés, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent sur la construction composite, l'impression 3D, ces solutions de fabrication. On voit que par contre, elles sont pas encore totalement industrielles ou en tout cas moins que d'autres solutions. Donc, ça limite les possibilités sur des innovations hydrodynamiques. D'accord. La réalisation du flotteur portant le cheval d'argent vous ouvre le marché des drones, puisque vu du public, c'est un drone. Vous direz si c'est la conception que vous avez. Avez-vous identifié certains types de flotteurs autonomes pouvant déboucher sur des commandes? Ah, Pour nous, le bateau des JO, puisque ça reste un bateau, hein, il était piloté par les rennes, mais c'était des drosses de bar finalement. Donc c'est vraiment un bateau au sens propre. D'autant que la pilote, qui était Morgane, mon associée, euh, est vraiment un souhait en fait d'avoir à la fois cette personne au niveau du jeu, presque du jeu d'acteur, mais aussi au niveau de la sûreté en fait, pour garder un contrôle humain sur l'engin. C'est vrai que ça fait partie des grosses discussions sur les drones. On a hésité à le rendre pilotable de l'extérieur. Pour nous, ce qu'on a développé sur l'engin, c'est quand même assez intéressant parce qu'on a une capacité d'emport d'une tonne. On a un franc-bord qui est extrêmement réduit, hein, une quinzaine de centimètres, et on est sans signature thermique. Donc bien sûr que c'est assez évocateur, mais pour nous, il n'y a pas encore de, de, de discussion réelle autour de cet objet et de cet engin. Quel regard portez-vous sur les différentes solutions véliques proposées pour décarboner le transport maritime? Quelle serait, d'après vous, la taille critique pour obtenir le meilleur rendement? Le plus grand possible. Non, ce qui me paraît important, c'est que de construire des bateaux qui soient vraiment des bons navires à voile et en même temps qui restent des navires industriels. C'est-à-dire que si on met des gréements sur les bateaux modernes, il faut qu'ils soient le plus autonome et le moins, qu'ils demandent le moins de personnel possible en fait. Ça reste un enjeu en termes d'efficience économique et il faut y répondre avec les solutions de notre époque.
Cela veut dire que adapter des solutions sur étagère sur des navires existants n'est pas la solution, d'après vous. Moi, Il je y a pense une telle perte de rendement, enfin, non, il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent dessus, mais il y a pas mal de concepts hydrodynamiques, aérodynamiques pour le coup, développés pour la course ou pour d'autres technologies, que ce soit l'éolien, qui sont très pertinents en fait, peut-être plus pertinents que des solutions traditionnelles. d'accord. Et que pensez-vous exactement de l'association du Vélic et d'un moteur de propulsion classique? Est-ce que c'est la bonne solution? Euh, Est-ce que les études doivent plus porter sur le rendement des hélices et des moteurs ou sur le Vélic? C'est vrai qu'en ingénierie, c'est une des branches de notre société, on a étudié en fait la perte de rendement d'une hélice qui serait soumise à la dérive. Un navire de charge, ça dérive quand même assez peu. Enfin, il y a quand même le franc-bord, donc ça dérive en partie. Mais là, sur un navire à voile qui gîte et qui dérive, le rendement de l'hélice potentiellement dû au flux incident, enfin aux turbulences qu'on pourrait avoir qui sont nouvelles sous les carènes actuelles, ça détériore énormément ce rendement. Donc c'est vrai qu'à nouveau, il faut repenser les carènes, admettre que le rendement de l'hélice peut être diminué ou trouver des solutions en tout cas pour le remplacer. Puis bien sûr proposer des appendices en fait sur ces bateaux qui soient capables de les rendre plus aptes à moins dériver. D'accord, merci. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de recherche et de développement pour vous dans ce domaine. En tout cas, c'est passionnant et c'est un nouveau challenge qui s'offre à nous en tant que jeunes architectes. Bon, vous êtes tous les deux issus des hydros, de la marine marchande. Quel enseignement avez-vous retenu de votre passage dans le monde de la marine marchande et quels sont les atouts de Marmar qui vous aident aujourd'hui dans votre activité? Ouais. Je pense que tout d'abord, il y a une culture maritime qui est dans les écoles. Ça, c'est très précieux. Mine de rien, ça aide à avoir une approche globale en fait du monde maritime. Il y a un deuxième côté qui est l'aspect multidisciplinaire. Je pense que pour aboutir à un projet comme celui des JO dans le temps qui nous était imparti, il fallait vraiment réussir à superviser des corps de métiers très différents qui vont de la fabrication jusqu'à l'électronique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est fait dans les écoles. Et puis enfin, il y a toujours la navigation, c'est-à-dire que si on a eu la responsabilité de gérer la navigation sur la Seine, c'est qu'on a amené une certaine rigueur qui est aussi issue de notre parcours scolaire. En tout cas, D'accord, ben, Madeleine, je vous remercie. Je crois que vous êtes attendu pour une belle plénière en fin de matinée. Jeune Marine vous remercie du temps passé pour nous. À bientôt. c'est moi qui vous remercie.